Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France. 19h-20h, les vraies voix qui font rouler la France. Et on vous souhaite la bienvenue avec Philippe David. On est ensemble jusqu'à 20h. Les vraies voix qui font rouler la France. BMW Motorrad a une fois de plus clôturé une année record. La marque a livré plus de 210 000 machines en 2024, soit le meilleur résultat de son histoire. On va en parler avec Pascal Mitch qui est avec nous, directeur de BMW Motorrad. À compter du 3 mars 2025, l'ex-voie Paris 2024, située à gauche du périphérique, sera réservée du lundi au vendredi de 7h à 10h30 et de 16h à 20h aux taxis, transports publics et aux véhicules transportant au moins 2 personnes. Jean-Pierre Gaumet, président du GATMARIF, le groupement des activités de transport et de manutention en Ile-de-France, sera avec nous pour en parler. Et jusqu'à dimanche 7 février, le parc des expositions à la Porte de Versailles, à Paris, accueille Rétromobile, l'un des plus grands salons de la voiture ancienne en Europe. Jean-Luc Moreau, que vous connaissez bien sur Sud Radio, sera avec nous pour en parler. On fera un petit tour du salon en direct avec lui. Soyez les bienvenus. Les vraies voix qui font rouler la France, c'est jusqu'à 20h. Les vraies voix Sud Radio. Et l'antenne est ouverte au 0826 300 300 avec Jean-Pierre qui est avec nous de Marseille. Bonsoir Jean-Pierre. Bonsoir Jean-Pierre. Oui, bonsoir. Comment ça va Jean-Pierre ? Super bien. Bon bah tant mieux, ça c'est une bonne chose. Vous vouliez réagir sur quoi ce soir ? Alors, c'était par rapport au vol de véhicules qui sont en augmentation. Donc, un vol de voiture toutes les 4 minutes en France, hein, c'est pour ça que vous réagissez. C'est ça. Et puis, attention, les voleurs sont de plus en plus malins. Moi, je parle là sous l'angle de l'assureur. D'accord. Les voleurs sont de plus en plus malins. Ils rentrent chez vous, ils piquent les clés. Sinon, ils repèrent le véhicule. Ils arrivent à pirater le signal informatique qui part de la clé à distance jusqu'au véhicule. Puis après, ils retrouvent le véhicule et ils font un vol sans effraction. Vous mettez les mois avant de vous faire indemniser quand vous vous faites indemniser. Et puis, une des cibles privilégiées, ce sont les vieux véhicules parce que finalement, les pièces détachées sont rares et elles coûtent très cher. Et ce qu'on sait moins, ce sont les véhicules qui transportent des marchandises qui sont piratées sans arrêt, à la fois pour le véhicule et à la fois pour les marchandises à l'intérieur, notamment pour les artisans qui ont du matériel électroportatif. Donc on a une augmentation générale des vols, mais des petits vols aussi des pièces détachées du véhicule. Et on a des véhicules aussi maintenant électriques qui sont la cible. Alors je ne parle pas de Tesla parce que les véhicules sont repérés par GPS H24 et sur la planète entière, puisqu'avec le réseau de GPS d'Elon Musk, tout va bien. Mais en revanche, pour d'autres marques, il n'y a pas les mêmes repérages et on voit arriver beaucoup de vols de véhicules et beaucoup de dégradation de véhicules électriques parce qu'il y a des métaux précieux dans la batterie et qu'on essaie de s'emparer de la batterie. Ça vaut des sous. La batterie vaut quasiment le prix du véhicule. Ouais, et en matière de remboursement, c'est-à-dire que quand on se fait voler la voiture, c'est compliqué. Alors, ça dépend des cas, mais le principe, c'est qu'à J+30, après le dépôt de plainte, normalement, on a l'ouverture des droits à être indemnisé. Donc après, le débat, c'est combien valait le véhicule. Donc, c'est un débat d'experts. L'âge, le kilométrage, l'état, etc. Exactement. Donc là, si on arrive à apporter des justificatifs de faible kilométrage, etc., on peut avoir une indemnité facilitée. Il y a aussi quelque chose qui s'appelle les clauses de valeur à neuf sur 36 mois. Donc là, vous pouvez être gagnant par rapport à la valeur vénale du véhicule. Donc là, c'est une petite subtilité, ça coûte un petit peu à la finition, mais en réalité, si on a un sinistre, c'est très intéressant. Et puis, le problème, vraiment, ce sont les vols par astuce. Donc, quand le voleur a capté le signal, il a réussi à avoir la clé. En parlant de signal, on vous a perdu. Allez-y. Vous m'avez plus là? Ouais, allez-y. On avait cru que vous avez volé Jean-Pierre, mais non. Voilà. Non, Jean-Pierre, personne n'en veut. Donc. Ah bah si, on a Jean-Pierre autour de la table, attention. Et donc, quand il a capté le signal? Le souci, c'est de prouver qu'on n'est pas complice. Ah oui, c'est sympa. Et dès que l'assureur a l'idée que vous puissiez être complice en quoi que ce soit, il n'y a plus d'indemnité du tout. Ouais. C'est zéro. Ah oui. Bon, merci beaucoup pour tout ce bonheur, Jean-Pierre, toutes ces bonnes nouvelles. Merci en tout cas de nous avoir alertés. Vous restez avec nous. Allez, dans un instant, on va vous parler moto, puisque BMW Motorrad, c'est peut-être leur année. C'était en tout cas leur année 2024. Vivement l'année 2025. Son directeur est avec nous dans un instant. À tout de suite.
Sud Radio. Sud Radio, parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France. 19h-20h, les vraies voix qui font rouler la France. Les vraies voix qui font rouler la France à deux roues, puisque notre invité aujourd'hui, Pascal Mitsch, directeur de moto de BMW Motorrad, merci en tout cas d'avoir accepté notre invitation. Alors vous venez avec une très bonne nouvelle, avec une année record. Évidemment, c'est une très bonne année pour nous. 2024 s'est achevé avec un volume record de livraison clients au niveau mondial, puisqu'on a réalisé 210 408 immatriculations. C'est précis. Donc pour nous, c'est une progression dans un contexte quand même compliqué. Il est compliqué pour l'automobile, il est compliqué pour la moto au niveau mondial. Donc on est très fiers de ce résultat. On l'explique ou pas? Comment on l'explique? De plus en plus difficile dans les centres-villes, peut-être, non? C'est de plus en plus difficile dans les centres-villes. Nous sommes dans une activité, le deux roues est une activité loisir, avant tout. Donc activité loisir veut dire, quand il y a quelque chose à couper en termes de budget, c'est forcément les loisirs où on commence à rogner en premier et pas ce qui est essentiel. Donc, et ça, c'est un constat qu'on fait au moins en Europe. La Chine a été un marché compliqué pour l'automobile, mais également pour le deux roues. Donc il a fallu compenser ce qui n'a pas été réalisé en Chine. Et nous avons encore beaucoup de potentiel aux États-Unis. Donc là aussi, on est en train de combattre pour gagner des parts de marché. C'est un challenge permanent. Donc dans ce contexte, on est très fiers de ce résultat, puisqu'on continue à progresser dans un marché compliqué et qui n'évolue que très peu au niveau mondial, et on y reviendra tout à l'heure en France, c'est un peu pareil. Alors parlons de la France, si on regarde bien les chiffres, la France c'est le deuxième marché pour BMW Motorrad après l'Allemagne, donc là où vous jouez à domicile, il y a même plus de BMW motos qui se vendent en France qu'aux États-Unis, en Chine ou au Brésil. Oui. Et d'où vient cette appétence des Français pour BMW Motorrad? Ça, c'est une bonne question. C'est la seule de l'année, vous tombez bien, vous tombez le soir où il y en a une. Alors. Je vais noter d'ailleurs le jour et l'heure. En fait, on s'en souvienne. La France est effectivement le deuxième marché mondial pour BMW Motorrad. On finit à 20 600 et quelques immatriculations. Là où l'Allemagne est à 26 000. Alors je tiens à préciser, dans les 26 000, il y a ce qu'on appelle les fameux pools internes utilisés par nos collègues à Munich, les véhicules de fonction. Donc je pense que ce qui est vendu par les réseaux allemand, en volume, c'est guère supérieur à ce qui est vendu par le réseau BMW Motorrad en France. Donc notre performance, elle est remarquable. Plus les marchés publics allemands, Polizei, etc. Alors, on l'a aussi en France depuis 2-3 ans, mais ça pèse beaucoup moins lourd, donc on est très fiers du résultat. C'est quoi le taux de renouvellement d'une moto? On sait que la voiture, c'est à peu près 10, une dizaine d'années en ce moment. La moto, c'est pareil? Alors, à la moto, c'est beaucoup plus court. Ouais. Chez BMW Motorrad, on doit être à 5 ou 6 ans. Ouais. On a un renouvellement assez fréquent de la moto. Donc je ne veux pas m'avancer pour les autres marques, mais nous, à la moto, le renouvellement se fait plus tôt qu'à l'auto. Et elle se féminise aujourd'hui de plus en plus. De femmes... se féminise, mais pas encore assez, mais on va tout faire pour que ça continue. Et ben voilà. On a maintenant dans notre gamme deux nouveaux modèles qui en fait sont une position de conduite beaucoup plus basse, plus facilement accessible pour les femmes, et donc on espère pouvoir attirer plus... Ne regardez pas comme ça, je vois très bien ce que vous voulez me dire. Mais j'ai beaucoup de modèles pour vous. Je sais. Pour beaucoup d'auditeurs qui sont béotiens, quels sont les principaux segments sur les motos? Alors on sait qu'il y a les enduros, les routières, les sportifs, c'est quoi les principaux segments? Alors nous, BMW Motorrad, on n'est pas présent sur tous les segments. Déjà, on a principalement... on est dans notre terrain de jeu est plutôt dans le plus de 500 cm3, voire 750 cm3. D'ailleurs, l'année dernière, la nouvelle R1300 GS, qui est une moto de 1300 cm3, a été la moto la plus vendue en France. Ah ouais. Avec un prix d'entrée à 21 000 €. D'accord. Oui. Ah oui, donc, on peut mesurer la performance et de notre réseau de distribution, de la marque et du modèle. Et ensuite... on réalise à peu près 35% de notre volume avec ce qu'on appelle la gamme GS, qui sont des grosses enduros, mais qui sont capables d'aller extrêmement vite et bien et facilement sur route également. Et on a ensuite le fameux segment des sportives et super sportives,
où nous sommes extrêmement présents aussi. On est en train de renouveler toute la gamme. Et là, on parle de motos avec une puissance élevée, qui ont une vocation très sportive, mais pas que circuit. On a des motos également à vocation sportive, des roadsters, des motos sport qui sont faites pour la route. Et vous avez ensuite ce qu'on appelle les segments de roadster, où là on parle de motos naked avec plutôt pour la ville. Et puis je voudrais pas oublier l'autre segment où BMW est leader, puisqu'on représente 30% du marché du 2 roues électrique en France, avec deux bonnets qui sont le CE04 et le CE02 qu'on a lancé au mois de mai l'année dernière. Et oui, on réalise 2500 immatriculations, on en est très fiers. Bien, hein. Et on va continuer à promouvoir l'utilisation du 2 roues électrique pour l'urbain et le périurbain. Je reviens sur ces motos de... Voilà. Est-ce que Grand Prix moto en 2027, est-ce que ça veut dire qu'à un moment donné, BMW reviendra en course ? 2024, on est pour la première fois champion du monde en WSBK. Ouais. Donc là aussi, c'est une très belle performance. On n'est pas loin de gagner en EWC dans les courses d'endurance, donc le Bol d'Or, le Mans. On va continuer en 2025 avec des équipes encore plus pointues, les mêmes pilotes. On a remplacé, d'autres pilotes sont arrivés. Comme disait mon grand patron de la moto à Munich, c'est avant de jouer en Ligue 1, il faut gagner en Ligue 2. Oui, c'est vrai. Donc en 2024, on a gagné en Ligue 2. Aujourd'hui, on discute pour un passage en Ligue 1 en 2026. Je n'ai aucune certitude. Je sais que des discussions sont engagées. Les portes sont ouvertes, en tout cas. Vous serez plutôt Bundesliga, d'ailleurs, comme BMW est allemand, il faut le rappeler. Bundesliga. Pour revenir sur les scooters, peut-être. Alors, non, il y a une question. Vous avez parlé des véhicules sportifs. Oui. Votre vaisseau amiral, c'est la M1000RR. Oui. 218 chevaux et 314 km/h, moteur 4 cylindres. C'est votre vaisseau amiral, décrivez-le-nous, parce que quand on le regarde déjà, on tombe amoureux de la moto. Rapport poids-puissance, c'est quoi sur cette moto ? 197 kilos, 217 chevaux, donc voilà. Ouais, C'est pas mal. Moins de... Oui, elle arriverait même à transporter, vous voyez, avec mon surpoids. Oui, il faudrait une charrue en plus. C'est le vaisseau amiral, alors. C'est des motos faites pour la piste, avant tout. Oui. Par contre, comme c'est une M, et comme nos véhicules à 4 roues M, ouais. c'est fait également pour être utilisé sur la route. D'accord. Assez facilement. C'est des motos qui restent conduisibles au quotidien. Personnellement, dès qu'il fait beau, je roule avec cette moto pour me rendre de mon domicile à mon lieu de travail. C'est de la passion, en fait, aujourd'hui. La moto, c'est avant tout du plaisir, la passion et cette impression de liberté qu'on a encore au guidon d'une moto, les libertés qu'on nous enlève un petit peu de temps en temps, tous les jours, à droite, à gauche. Est-ce qu'on peut imaginer demain, alors je sais que le secteur est un peu freiné, de se dire, Pascal Minch, que les motos pourraient devenir électriques. Voilà. Je sais que c'est très compliqué parce qu'aujourd'hui, est-ce qu'on a envie d'être en électrique à moto ? Et puis la place des batteries sur une moto, c'est un peu plus compliqué, Entre a priori. le scooter, on peut comprendre, la moto... C'est les raisons pour lesquelles, pour l'instant, on limite notre offre à des scooters. Donc le CE04, qui est un scooter équivalent 400 cm3 en termes de puissance. Le CE02, c'est vraiment pour des usages urbains et périurbains. 50% de ces véhicules en France sont vendus en région parisienne. Vous voyez ? D'accord, oui. Aujourd'hui, on estime que le véhicule à 2 roues électrique, c'est vraiment que pour l'urbain et le périurbain. Parce que si vous prenez une moto, si vous voulez avoir suffisamment d'autonomie c'est compliqué, et que ça ne devienne pas une enclume de 400 kilos, la technologie actuelle des batteries ne le permet pas encore. Donc il y a des projets sur des motos à propulsion électrique, mais qui aujourd'hui ne vaillent pas la peine de mettre sur le marché parce que là, les rapports poids-puissance seraient totalement dégradés et les prix de vente seraient prohibitifs. Donc ça viendra peut-être un jour. On pense à l'hydrogène, pardon, je vous coupe, à moto on a un concurrent qui a mis sur le marché une moto hybride fonctionnant à l'hydrogène. C'est encore des prototypes, des balbutiements, ça démarre. Chez BMW, pas encore, en tout cas sur 2 roues. Deux de vos modèles phares en termes de vente, c'est les R1300 GS et R1250 GS, des motos très l'enduro, c'est bien ça ? Oui. Qu'est-ce que c'est ? Parce que moi je connaissais le trial et l'enduro, c'est quoi le très l'enduro ?
Alors c'est une déformation, c'est des motos c'est la 4e génération, c'est ce qu'on appelle chez nous l'AGS, c'est des modèles devenus iconiques. Dans le monde de la moto, tout le monde sait ce que c'est une GS. On met même plus BMW devant, c'est une GS. Ça fait 45 ans qu'on développe ces motos. Au départ, c'est une moto d'enduro, voire même limite cross, qui est utilisée au Paris-Dakar, qui gagne au Paris-Dakar, avec des pilotes de renommée français à l'époque. Et tout doucement, cette moto est développée, de plus en plus développée. Aujourd'hui, vous avez une 1300 GS, et depuis quelques mois, une 1300 GSA, qui est sa grande sœur, qui sont des motos qui sont en fait des couteaux suisses. Vous pouvez traverser l'Afrique ou les déserts avec, seul ou à deux, mais vous pouvez également rouler sur le périph'. Toutes les routes, sur le périph'. Vous les voyez d'ailleurs en ville, hein. On en voit énormément en ville, et vous pouvez également aller à l'autre bout du monde avec ces motos. Et ça vient de leur équilibre qui est unique sur le marché. Les publics de la moto aujourd'hui, c'est quoi la moyenne d'âge en fait? À quel âge on commence véritablement à piloter ou à conduire une moto? Non, normalement on peut commencer à 18 ans. Oui. Voilà. Donc nous, notre moyenne d'âge est plus proche des 40 ans. D'accord. Oui. 40 ans parce que, je vous le disais, notre terrain de jeu, il commence plutôt au-dessus de 500 cm3, où on commence à avoir des motos qui sont puissantes. Oui, il faut avoir une petite expertise quand même. Il faut une petite expertise, même s'il y a aujourd'hui les permis A2 pour démarrer l'apprentissage et autres. Mais donc on est plutôt dans un segment où on a une clientèle plus âgée, et le positionnement prix de nos motos fait que, en fait, notre moyenne d'âge est plus élevée que certains autres concurrents. Les scooters, la France, c'est votre premier marché. C'est dû à quoi? À l'autophobie de certains maires en France ou... Non, je pense pas. Non, je pense pas, personnellement. Les scooters, c'est... En fait, Paris représente, je disais, près de la moitié de ses ventes. Oui. On a défriché le terrain il y a déjà 10 ans avec un engin qui s'appelait le C-Evo, qui était un scooter électrique, et qui a eu un gros succès à Paris. Et donc on est revenu avec cet engin, on a un réseau de concessionnaires parisiens qui jouent le jeu. Et en fait, nous-mêmes, on est surpris de cet engouement en région parisienne des 2 roues électriques et des scooters du style CE04. Donc, est-ce que ça vient des régulations, des règles à Paris et autres? Je pourrais pas le dire, mais... On peut le supputer peut-être un petit peu. Un petit peu, certainement, parce qu'aujourd'hui, un CE04, vous l'utilisez dans Paris, vous n'avez pas de parking à payer, et il est encore très, très peu prisé des voleurs. Donc, il y a plein d'avantages pour cet engin à l'utiliser. Et donc, ça veut dire que pour les zones ZFE de zones à faible émission un peu partout en France, c'est l'idéal. Exactement. Et donc, l'autre région où on vend toutes ces motos, c'est la région de Marseille et jusqu'à Montpellier. Pour 2025, les perspectives sont très encourageantes pour BMW Motorrad. Vous avez quelques petits secrets de sortie à nous donner en avant-première? Déjà, c'est la première année pleine où on a en fait notre binôme de GS qui est sur le marché. Donc là, on a des ambitions en termes de volume. On est en train de mettre sur le marché, sur le premier trimestre, la toute nouvelle gamme de modèles sport et hyper sport, qui représente quand même plus de 20% de notre volume. Et puis, jusqu'à la fin de l'année, on va avoir un petit défilé de nouveautés dont je ne peux pas parler ici, mais qui vous reviendrez. Volontiers, avec plaisir. et en fait, avec toutes ces offres produits, mais également un réseau de concessionnaires qui est actif, qui est dynamique. On a des grosses ambitions pour 2025 et à minima faire aussi bien que l'année dernière. Donc on a les produits, on a les équipes, on a un réseau fort. Il n'y a plus qu'à. Il n'y a plus qu'à. Comme on dit. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci beaucoup, Pascal Mitch, directeur de BMW Motorrad. Vous êtes venu à vélo, bien sûr. Oui. Bien sûr. Électrique. C'est ça. Allez, vous restez avec nous. On revient dans un instant. C'est les vraies voix qui font rouler la France. On est ensemble jusqu'à 20h. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Sud Radio, station multiservice. Vous est présenté par les bornes électriques Station E et son badge universel pour des usagers libres et heureux. Informations et conditions sur station avec un s-e.com.
Et direction les Hauts-de-Seine aujourd'hui avec Éric Guérin qui est avec nous, président du syndicat d'énergie de l'Oise. Bonsoir, merci d'être avec nous. Vous êtes un acteur clé de la décarbonation des transports. Aujourd'hui, on en est où ? Oui, bonjour à tous. Ce sont les Hauts-de-France, Cécile, pas les Hauts-de-Seine. Non, c'est parce que je voudrais que vous soyez plus proche de nous, mais ce sont les Hauts-de-France. Oui, j'arrive en véhicule électrique, il n'y a pas de souci. En tout cas, merci de votre invitation. Pour répondre à votre question, on avance bien sûr. Le syndicat d'énergie de l'Oise, c'est une structure qui représente 441 communes, aussi bien urbaines que rural, et c'est bien ça ce qui nous a conduit en 2018 à nous lancer dans la mobilité, en créant un service public de la mobilité et en mettant des bornes. C'était un peu l'œuf et la poule à l'époque, il n'y avait pas forcément de bornes, il n'y avait pas forcément de voitures, mais on en a vraiment, les élus autour de moi ont vraiment choisi d'impulser, de faire cet effet levier pour développer les bornes à partir de 2018. Et puis, depuis 2023, on a rédigé pour l'ensemble des acteurs de l'électromobilité le fameux schéma directeur des véhicules électriques, ce qui nous a permis de lancer un plan en 5 actions. Oui. Donc, c'est important parce que en fait, on voit bien qu'il faut accompagner le développement, donc il faut poursuivre le maillage. Pour info, nous, on a une borne tous les 10-15 km, donc ça permet vraiment d'être serein dans le besoin de charge que l'on peut avoir. On a le deuxième point, c'est de densifier forcément en zone rurale ce nombre de points de charge, parce qu'il n'y a pas que les urbains qui ont des véhicules électriques, loin de là. Surtout, il y a un point que l'on souhaite voir, c'est communiquer sur la réglementation. Vous en parlez souvent sur vos ondes. Oui. Il y a quand même un niveau de réglementation aujourd'hui qui évolue, il faut savoir. Et votre dernier intervenant, l'assureur, là, en faisait bien écho. Et puis surtout, c'est coordonner, nous, les actions du public avec les actions du privé. Parce qu'il faut qu'on puisse offrir de nouvelles solutions aux électromobilistes pour leur domicile. Et donc, c'est l'idée de ce plan d'action que l'on essaye de mettre en œuvre au quotidien. Et que pensez-vous des investissements privés par rapport au maillage territorial, Éric Guérin ? Eh bien, c'est essentiel parce qu'il faut qu'il y ait cet accord public-privé, tout simplement parce que les collectivités, vous savez, l'argent public est rare et cher, et malheureusement, on peut pas tout financer, et c'est vrai que ces investissements privés, ils sont là pour apporter cette complémentarité sur le territoire et pouvoir mailler à des endroits où nous n'irions pas et où on voit bien qu'il faut offrir de nouveaux services et de nouvelles bornes, de nouveaux points de charge. D'où l'intérêt de travailler avec Station E, parce que là, pour le coup, sur le multiservice et justement le dernier kilomètre, c'est hyper intéressant. Exactement, et c'est ce qui nous a conduit effectivement à déployer en complémentarité de notre réseau, avec Station E, des bornes, aussi bien dans des grandes villes comme la ville de Beauvais. Vous aviez reçu dernièrement Chanez Herban, qui était de la ville de Beauvais. Également sur des toutes petites communes rurales, je pense à une petite commune qui se trouve sur la RN 31 entre Compiègne et Soissons, pour ceux qui connaissent les Hauts-de-France, à Couloisy, et ça a permis d'apporter ce multiservice, d'avoir des casiers connectés, d'avoir toutes ces choses-là. Donc, zéro charge pour la commune. Et zéro charge, zéro investissement. C'est ça. Et surtout, pas de frais d'exploitation, puisque c'est Station E qui s'occupe de tout. Et ça, aujourd'hui, c'est loin d'être négligeable pour nous tous. Hein. C'est clair. Merci beaucoup. Merci donc, on vous laisse retourner dans les Hauts-de-France, bien entendu. Éric Guérin, président du syndicat d'énergie de l'Oise. Merci en tout cas d'avoir accepté notre invitation. Sud Radio, station multiservice. Vous a été présenté par les bornes électriques Station E et son badge universel pour des usagers libres et heureux. Informations et conditions, station avec un s-e.com. Les
vraies voix Sud Radio. À compter du 3 mars, l'ex-voie Paris 2024, située à gauche du périphérique, sera réservée du lundi au vendredi de 7h à 10h30 et de 16h à 20h aux taxis, transports publics et aux véhicules transportant au moins 2 personnes. Nous sommes en compagnie de Jean-Pierre Gomet, président du GATMARIF, le groupement des activités de transport et de manutention en Ile-de-France. Bonsoir. Et nous avons un homme en colère. Ah oui, cette mesure ne semble pas vous satisfaire. Pas vraiment, parce que d'abord, vous avez dit que c'était le 3 mars, mais de quelle année? J'espère que c'est pas 2025. Ah bah si. Bon, pardon. Voilà. Écoutez, on est fort surpris de cette annonce, qui a globalement surpris tout le monde, parce qu'on avait entendu parler de cette possibilité-là, et surtout le fait que c'était créé à l'identique ce qui s'était passé pendant les Jeux Olympiques. Je vous rappelle que quand même, les Jeux Olympiques, c'était pendant une période un peu particulière. C'était du 15 juillet, au 30 août, avec une ville un peu vide. Complètement vide. Oui. Par exemple, moi, j'entendais des gamins qui jouaient au football, et j'habite dans Paris, donc j'entendais des gamins qui jouaient dans la rue au football. Faire de la logistique comme ça, moi je sais faire, mais de la logistique compte tenu de l'occupation des voies, je comprends pas. D'abord, dans le délai d'annonce. Alors on a effectivement à partir du 3 mars, comme vous l'avez dit très justement, cette annonce avec ce qu'on appelle un mois de pédagogie. Je sais pas ce que c'est. Mais il y a eu une concertation entre les professionnels comme vous et la mairie de Paris, ou vous l'avez appris par Sud Radio, le journal? Je l'ai appris par la voie de presse, bien sûr. Oui, sinon non. Ce qui veut dire, je vous coupe, que vous allez devoir vous organiser pour que ces horaires-là, d'être en dehors des horaires, ça va chambouler tous les plannings en fait. Ça chamboule tous les plans de transport. Oui. Bon, du fait de l'annonce, j'ai commencé à prendre contact avec un certain nombre d'opérateurs qui m'ont expliqué que il va falloir changer un certain nombre de plans de transport. Et quand j'entends les éléments qui m'ont été donnés sur les plans de transport, ça veut dire plus de camions. Parce que comme ils vont aller moins vite, les rotations qui ont été prévues, j'ai un exemple en tête sur Charles de Gaulle, enfin Roissy, oui. Un entrepôt, je vais pas citer Charenton par exemple, où il y a en général un délai de route où on pouvait faire 2 rotations. On n'en fera plus qu'une, donc on mettra un 2e camion. Donc en termes de coût, c'est 2 fois plus cher. Bon. En termes de pollution, c'est pareil. Bon, et en termes d'emploi, alors ça c'est formidable, on va pouvoir embaucher 2 chauffeurs. Ouais. Alors, à condition qu'ils veuillent bien venir travailler dans ces conditions-là. Parce que le vrai problème, les problèmes de coût, ça se reporte au niveau des clients, on peut toujours expliquer que c'est pas nous, etc., etc. Par contre, au niveau social, on n'arrive déjà pas à trouver des conducteurs. Il nous manque 40 000 conducteurs en gros sur la France. Trouver des conducteurs pour les mettre dans des bouchons toute la journée, ça va plus être possible. Surtout que là, il va falloir les faire travailler. Si je regarde les horaires, 7h, 10h30 et 16h, 20h, donc à l'heure des repas, je pense que malheureusement le trafic... À l'heure des repas ou des très bonnes heures. Parce que quand on dit les actes de circulation à 7h, mais pour être à 7h, il faut partir, il faut commencer à charger à 4h, 5h, 6h. Ça devient des horaires absolument impossibles. Est-ce que ça veut dire que aujourd'hui des transporteurs vont dire nous, on livre plus à Paris? Alors, les gros transporteurs, non, parce qu'ils sont toujours obligés de répondre aux clients, et puis quelque part, on a une pression de la clientèle qui va nous dire, attendez, faites-le, quoi, essayez de... Mais globalement, oui, parce que les petits transporteurs, les artisans transporteurs, vous savez, la taille moyenne des transporteurs, c'est 9 véhicules. Oui. C'est pas des grosses multinationales. C'est pas des grosses multinationales, c'est pas tous des UPS, c'est des gens comme ça. Donc, globalement, ils vont envoyer les camions sur d'autres destinations. Mais vous y arrivez, vous, entre les ZTL, les ZFE, etc., où c'est vraiment devenu... Du canevas. C'est plus que ça. Ouais. C'est plus que ça. Bon, les ZFE, ça devient risible. C'est-à-dire que, les ZTL, pour nous, on n'est pas véritablement touchés en tant que professionnels. Pourquoi? Parce qu'on a des camions récents, la moyenne d'âge des véhicules, c'est 4-5 ans, 3-4 ans, 4-5 ans. Donc c'est très récent. Vous le voyez d'ailleurs, parce qu'on est un peu obligé d'avoir des véhicules
de nouvelle génération, moins consommants, etc., etc. Ce qu'on appelle des Euro 5, des Euro 6. Enfin, qui roulent au baissant, etc. Qui roulent au baissant. Bon. On n'a pas encore de camion électrique, même si la presse s'en empare en disant il y a un camion électrique. Bon, il en faut un peu plus que un. Mais est-ce qu'on peut échapper, quand on est transporteur, au périph'? Est-ce que intramuros si vous avez un Waze qui peut intéresser les transporteurs, je suis preneur, bien entendu. Oui. Et je vois pas très bien. Si vous parlez peut-être des maréchaux. Oui, par exemple. Oui, on va passer en camion sur les maréchaux. C'est une question que je pose. Vous avez vu les voies des maréchaux où il y a les tramways? Je sais. Il y a une voie. Bon, est-il exact qu'on vous a incité à passer au vélo cargo? Ça, c'est la bonne question. Globalement, dans la soirée, ça, pour livrer des voitures, c'est pas mal. On nous explique que pour livrer, c'est la solution pour le dernier kilomètre. Juste un petit rappel, il y a 220 millions de tonnes. Alors, j'ai fait un petit calcul rapide en vélo. Il faut 110 millions de vélos, donc 110 millions de cyclistes. Alors, on trouve déjà pas des conducteurs, donc des cyclistes. Mais donc, on vous l'a bien proposé? Non, on me l'a pas proposé. On m'a dit que c'était la solution. Ah oui. Voilà, la solution de livraison de ce qu'on appelle le dernier kilomètre. Quand tout le monde parle du dernier kilomètre, on vous explique que, bien entendu, en vélo cargo, c'est la solution, c'est génial. Or, ce ne sont pas des transporteurs, il faut le savoir. Nous, on est quand même un métier réglementé. Ce sont en général des gens qui sont auto-entrepreneurs, voire un peu plus loin que l'auto-entrepreneur, le copain de l'auto-entrepreneur. Bon, et puis quelque part, comme vous disiez, transporter une voiture à vélo, bon, en pièces détachées, en pièces détachées. Il faudra la remonter chez vous, c'est ça. C'est important. Vélo, juste un déménagement. Bon, vous avez quelques 30-35 mètres cubes à vélo. Ça va faire plus que vélo. Oui. Je vois que tout va bien. Merci beaucoup. On parlait, excusez-moi, des tests de dépistage des stupéfiants dans les vraies voies. Là, je me dis que pour dire que le vélo cargo, c'est la solution, je ne sais pas si celui qui propose ça, ce qu'il fume, c'est de la bonne, mais en tout cas, c'est de la forte. Là, je peux vous dire que là, maintenant que j'ai entendu ça, je me dis qu'on est dans le non-limite, là. Mais on a fâché deux Jean-Pierre ce soir. Jean-Pierre Gomet, merci beaucoup. Président de GATMARIF, bien sûr, le groupement des activités de transport et de manutention en Île-de-France. Allez, vous restez avec nous dans un instant. On vous emmène à Rétromobile avec notre collègue Jean-Luc Moreau qui sera avec nous dans un instant. À tout de suite. Sud Radio, votre attention est notre plus belle récompense. Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France. 19h-20h, les vraies voix qui font rouler la France. Retour des vraies voix qui font rouler la France avec Cécile de Minibus, bien évidemment, et on a le plaisir de retrouver une des voix de Sud Radio. The Voice, puisqu'il est tous les samedis de 10h à midi avec notre autre ami, Laurence Perrault. Heureusement, il ne chante pas. dont on parle auto. Je chante un petit air, non, bien sûr. Bonjour Cécile, bonjour Philippe. Si, allez-y. Allez-y. On a chanté les Parisiennes. C'est The Voice, je me suis pas retourné, Jean-Luc, je vous le dis tout de suite. Moi j'applaudis. Jean-Luc Moreau, alors Rétromobile, ça y est, on y est enfin. On l'attendait quand même avec cette belle, en tout cas beau salon Rétromobile. Et qu'est-ce qu'on y trouve cette année? On y trouve plein de trucs. Alors déjà, on y trouve que je vais appeler la France d'avant, parce qu'il y a un autre Jean-Luc qui parle de la France d'avant. Et moi, vous savez quoi? La France d'avant comme ça, j'adore. Et je pense que tous les gens qui y sont adorent. D'abord, c'était blindé de monde et ça va être plein tout le week-end. Je pense qu'on va battre des records d'affluence. Ça veut dire que les Français aiment la voiture, ils aiment la voiture ancienne et ça fait du bien de se sentir à nouveau chez soi dans cette France d'avant qui n'a pas disparu. On va vous rappeler que la France a inventé l'automobile, a fait progresser l'automobile et c'est ce qu'on célèbre là-bas. Il y a par exemple le 70e anniversaire de la DS. Ça échappe à personne. Un modèle mythique qui est arrivé avec cette fameuse suspension hydropneumatique et surtout pas que ça, les freins assistés, la direction assistée. Donc il y a une superbe exposition DS avec mise en lumière par des lustres superbes. Donc ça, je vous invite à aller voir ça. Il n'y a pas que ça. Et puis il y a Renault aussi. Ce qui est important, c'est que la Renault d'hier et enfin la Renault d'aujourd'hui sont sur le même plateau, ce qui n'était pas le cas avant.
Ouais, alors Renault s'est retourné vers son passé. Alors d'abord, tout le monde a vu aujourd'hui la nouvelle R5, la R5 E-Tech, modèle électrique qui reprend l'esprit de la R5 d'origine. Il y a la 4L qui va sortir incessamment sous peu. Et donc à Rétromobile, Renault fait ce mariage entre le passé, le présent et le futur. Et ça, c'est vraiment très bien. Il y a aussi un concept car qui s'appelle l'Étoile filante, qui est une voiture de record électrique qui reprend quelque part de façon évidemment beaucoup plus moderne, un peu le look d'une voiture de record d'avant-guerre qui s'appelait la 40 chevaux des records. Et c'est vrai que on retrouve, et ça fait du bien, quoi, cette nostalgie, se retourner un peu et se dire, voilà, c'était des belles années. Bon, c'était la jeunesse de Philippe, je comprends qu'il ait une larme à l'œil, mais tout le monde, on est tous, ça fait du bien. C'est pour ça que je vous disais, ça fait du bien. Cette France d'avant, elle fait du bien. Et Renault, non seulement a sorti des modèles qui sont inspirés de modèles du passé, mais en plus, et ils ont annoncé ça à Rétromobile, ils vont préserver les voitures anciennes, parce que maintenant, il y a des garages qui vont être labellisé, ça s'appelle Originals Renault Service, in French, please. Voilà. French. Yes. Et donc, c'est des garages qui seront labellisés pour entretenir les voitures anciennes de Renault. Enfin, un constructeur français se décide à faire ça, alors que BMW, Mercedes, Porsche, ils le font depuis longtemps. Donc, enfin, on y arrive. Jean-Luc, il y a une expo exceptionnelle. Alors là, ça ramène à notre jeunesse aussi. La Formule 1 tricolore de 1960 à nos jours, avec notamment la seule voiture championne du monde, française championne du monde, conducteur et constructeur, la Matra MS80 de Jackie Stewart. Ah ouais, une voiture extraordinaire. Magnifique. Est-ce qu'il y a son pantalon écossais? Non, il n'y a pas son pantalon. Vous savez quoi, Cécile, je plaisante pas, Jackie Stewart ne sait ni lire ni écrire. Ah oui? Il sait ni lire ni écrire, voilà. Mais il sait conduire. Mais il sait conduire. Il a un problème, en fait. On lui a diagnostiqué ça. Il n'a jamais réussi ni à lire ni à écrire. Il s'est entraîné pour faire sa signature. Donc, il arrive à signer des autographes. C'est la seule chose qu'il sait écrire. Par contre, il n'est pas manchot avec un volant. Et en plus, la voiture qu'il avait, je pense que si on devait faire un hit parade, alors tout à l'heure vous parlez de The Voice, si on devait faire un hit parade The Voice des moteurs de Formule 1, je pense que le moteur Matra arriverait largement loin devant. C'est un moteur qui avait une sonorité absolument extraordinaire. Et alors cette expo, il y a Jean-Louis Moncey qui vous fait découvrir l'expo. Jean-Louis Moncey. Oui. C'est une bible de la Formule 1, bien évidemment. Il y a des pilotes qui passent le voir. Moi, j'ai vu René Arnoux qui était là. Enfin bon. Donc, je vous invite à aller voir cette expo. Il vous raconte des petites histoires. C'est lui d'ailleurs qui m'a raconté l'histoire. Le pilote on va pas le reciter, qui ne sait pas lire, pas écrire, voilà. et il a d'autres histoires comme ça qui sont fabuleuses. C'est ça qui est bien en fait à Rétromobile, c'est que en plus il y en a pour tout le monde. Vous êtes dans le hall 1, vous pouvez rêver sur des voitures qui sont totalement inaccessibles. Sauf si vous voulez me faire un cadeau, éventuellement je vous ferai une petite liste, mais bon, il y a vraiment... on n'est pas dispo, désolé, on n'est pas dispo. C'est ballot, c'est ballot. Bête. Et vous avez du rêve dans le hall 2 et le hall 3. Dans le hall 2, il y a la moto aussi qui est pas mal représentée. Dans le hall 3, il y a des voitures qui sont nettement plus accessibles avec les clubs et des véhicules à vendre, dont certains sont en dessous de 15 000 €. Donc on peut se faire plaisir à tous les niveaux. Et cette année, il y a même, pour ce week-end, il y a même une bourse des pièces qui de nouveau aura lieu à Rétromobile, parce qu'on accusait Rétromobile d'être un peu élitiste. C'est plus le cas désormais. Merci Jean-Luc. Merci Jean-Luc. Merci beaucoup. On va en parler samedi. On vous retrouve... samedi, on sera en direct du stand Renault de 10h à midi, si vous voulez passer nous voir. Donc on sera pendant 2 heures à Rétromobile depuis le stand Renault. On parle auto comme tous les samedis avec Laurence Perrault, bien entendu. Merci beaucoup Jean-Luc Moreau. Merci Jean-Luc. Merci 1000 fois, et on passe de l'automobile à un autre type de sport, le football. Beaucoup plus dangereux. Oui. Mais ça dépend. Ça va Lionel Leçon. Bonsoir à tous les deux, absolument. Dans notre émission ce soir à partir de 20h avec toute l'équipe, Karim Zeribi, Michel Moulin, Jimmy Algirino, Benjamin Danet, Norbert Saada, producteur historique d'Alain Delon, Lino Ventura, grand spécialiste de football, notamment grand connaisseur du PSG de l'époque, Daniel Echter sera avec nous et nous allons évoquer plusieurs termes, et notamment, est-ce que Marseille est déjà le champion du mercato avec l'arrivée de Benasser, notamment des joueurs, ça recrute beaucoup du côté de l'Olympique de Marseille, donc on en parle notamment ce soir, j'espère que vous allez écouter.
Absolument. Dans votre voiture, comme d'habitude, sur le chemin du retour. Comme d'habitude, donc l'accélérera. Merci beaucoup, à tout de suite. En tout cas, merci beaucoup à notre équipe, Aude, à Marie, à la Réal, et puis Félix et Nelly. Et on se retrouve demain à 17h avec Philippe David. Passez une très belle soirée. Plaisir. Salut, et on vous laisse avec le foot. À tout de suite.